Mon fils, un petit oiseau m'a dit que ton idiote de femme a été nommée directrice. Eh bien, je sors tout juste de la banque, et mon crédit a été accepté. Que cette dinde le rembourse, et ne discute même pas, sinon je vous jette à la rue, et sans même sourciller, déclara la belle-mère. Mais la belle-fille est rentrée du travail avec une nouvelle inattendue, qui a choqué tout le monde. Avant de commencer, je vous invite à aimer la vidéo, et à vous abonner à la chaîne. Merci, et bonne écoute. Marie marchait lentement dans le couloir, en direction de son bureau, serrant son dossier avec tant de force, que ses jointures en blanchissaient. Son cœur battait à tout rompre dans sa gorge, et sa vue se brouillait légèrement. Il y a tout juste 5 minutes, le directeur général l'avait convoquée dans son bureau, et avait prononcé ces mots, dont elle rêvait depuis les 3 dernières années. Marie, à partir du 1er du mois prochain, vous êtes nommée directrice du département financier. Toutes mes félicitations. Elle n'avait même pas réalisé immédiatement ce qui venait de se passer, devenir directrice, à seulement 32 ans, avec un salaire, qui doublait presque ses revenus actuels. C'était tout simplement incroyable, et c'était grandement mérité. Pourtant, au lieu d'exploser de joie, un frisson d'angoisse s'installa au fond d'elle-même. Elle le savait pertinemment, cette promotion allait tout changer, et pas forcément pour le mieux. Marie s'arrêta près d'une fenêtre, appuya son front contre la vitre bien fraîche, et ferma les yeux. Une image surgit aussitôt dans son esprit, une soirée, dans le salon étroit de l'appartement de sa belle-mère, où son mari Olivier et elle s'entassaient depuis déjà 2 ans. Elle revit le visage d'Odile, sa belle-mère, déformé par un triomphe avide, au moment où elle apprendrait l'augmentation de sa belle-fille. Seigneur, tout m'est pas ça. Pourvu qu'elle ne l'apprenne jamais. Mais comment espérer cacher une telle chose? Tôt ou tard, la vérité finirait par éclater au grand jour, et alors, le véritable cauchemar commencerait. Comment les choses avaient-elles pu si mal tourner? À quel moment était-elle passée du statut de belle-fille aimante, à celui de vache à lait pour sa propre belle-mère? Marie ouvrit les yeux, et regarda son propre reflet dans la vitre, un visage fatigué, des cernes marquées sous les yeux, des cheveux tirés en un chignon strict. Elle aurait tant voulu remonter le temps, revenir là où tout avait commencé, dans cette époque, où elle était vraiment heureuse. Car autrefois, tout était différent, radicalement différent. Depuis sa plus tendre enfance, Marie se distinguait par une ardeur au travail inné, qui surprenait même les adultes de son entourage. Pendant que les autres enfants du quartier jouaient au ballon, ou faisaient des pâtés de sable, elle aidait sa mère à étendre le linge. Elle faisait la vaisselle, debout sur un petit tabouret, car elle n'atteignait pas encore l'évier, et elle balayait le sol. Cette petite a de l'or dans les mains, disaient les voisines en hochant la tête, impressionnées par l'agilité avec laquelle la petite Marie, du haut de ses 6 ans, maniait la serpillière et le seau. Sa mère se contentait de sourire, bien qu'une légère pointe de tristesse se lise toujours au fond de ses yeux. Elle comprenait parfaitement que sa fille grandissait beaucoup trop vite, et que de trop lourdes responsabilités pesaient sur ses frêles épaules d'enfant. Mais que pouvait-elle faire, sachant que le père avait abandonné la famille, juste après le premier anniversaire du petit frère? La mère devait cumuler 2 emplois épuisants, simplement pour nourrir ses 2 enfants. Et Marie, en tant que sœur aînée, était tout naturellement devenue sa principale assistante. Chaque matin, elle se levait avant tout le monde, pour aider sa mère à préparer le petit déjeuner, réveiller son petit frère Jean, et le préparer pour l'école maternelle. Après l'école, elle rentrait à la maison en courant, réchauffait le déjeuner, et aidait Jean à faire ses devoirs, pendant que leur mère était encore au travail. Le week-end, elle se rendait chez sa grand-mère, qui vivait dans le quartier voisin, dans un vieil immeuble de banlieue. Mamie, la mère de sa maman, était la seule personne proche, qui les soutenait vraiment. Sa modeste retraite ne lui permettait pas de les aider financièrement, mais elle faisait absolument tout ce qu'elle pouvait, d'une autre manière. L'été, avec Marie, elle cultivait des légumes dans un minuscule potager près de la maison, des pommes de terre, des tomates, des concombres. La fillette passait des heures entières à désherber, sous un soleil de plomb, à ramasser les insectes ravageurs, et à arroser les plantes. L'hiver, elle déneigeait l'allée ensemble, pour que la grand-mère puisse sortir de l'immeuble en toute sécurité. Quelqu'un aura bien de la chance, avec une telle petite maîtresse de maison,
répétait souvent la grand-mère, en regardant sa petite-fille avec une fierté non dissimulée. Marie se contentait de sourire, un peu gênée. Il ne lui venait même pas à l'esprit que l'on puisse vivre autrement. Est-ce que tous les enfants n'aidaient pas leurs parents? N'était-ce pas la chose la plus normale au monde? Les années passèrent, et le travail acharné de Marie porta ses fruits. Au collège et au lycée, elle était une élève brillante, bien qu'il n'y ait pas d'argent pour payer des cours particuliers. Elle passait simplement ses soirées penchée sur ses manuels, analysant chaque formule et décortiquant chaque règle. Elle participait à tous les concours scolaires, car cela donnait des points supplémentaires pour son dossier. Elle rédigeait même des exposés pour ses camarades, contre une petite rémunération symbolique. Cet argent aidait grandement la famille. Dès le lycée, elle savait déjà avec certitude ce qu'elle voulait devenir, experte en finance. Elle avait trop vu sa mère s'épuiser entre ses deux boulots, compter chaque centime avant la paie, et angoisser à cause des crédits et des dettes. Et Marie avait pris une décision ferme, elle deviendrait la meilleure dans la gestion de l'argent. Elle apprendrait à en gagner, à l'économiser, et à le faire fructifier. Elle ferait tout son possible, pour que sa famille ne manque plus jamais de rien. Lorsque les résultats du baccalauréat tombèrent, sa mère pleura de joie. Des notes exceptionnelles en mathématiques, en économie, et en français. C'était largement suffisant pour être acceptée, avec une bourse complète, dans l'une des meilleures universités économiques de la région. Ce jour-là, Mamie prépara une immense tarte aux pommes, sa recette signature, que Marie adorait depuis l'enfance. Même Jean, qui avait déjà 13 ans, et qui se comportait généralement comme un adolescent rebelle et distant, serra sa sœur dans ses bras et lui dit: « T'es une bête, Marie, sérieux ?» Les années étudiantes défilèrent, dans un véritable tourbillon de conférences, de travaux dirigés, et d'examens. Marie n'obtenait que des notes parfaites, touchait une bourse au mérite, et faisait tous les petits boulots possibles. Elle distribuait des tracts, travaillait comme animatrice commerciale, et aidait les professeurs à corriger des copies. Tout l'argent qu'elle gagnait, elle le donnait à sa mère. Dès sa 3e année, elle fut repérée par l'université, invitée à participer à des conférences scientifiques, et on lui proposa même de rédiger un article pour une revue économique. En 4e année, lors de son stage dans une grande entreprise de commerce, son maître de stage remarqua immédiatement ses capacités. « Marie, vous êtes une spécialiste très prometteuse. Venez nous voir après la remise de votre diplôme, nous vous embaucherons. » Et elle y est allée. Immédiatement après avoir obtenu son diplôme avec mention très bien, Marie a été embauchée dans cette même entreprise, en tant qu'analyste financière. Le salaire n'était pas faramineux, mais pour une jeune diplômée, il était tout à fait respectable. Pour la première fois de sa vie, elle a pu acheter à sa mère un vrai manteau d'hiver de qualité, et non une veste bon marché du marché. Pour la première fois, elle a pu donner de l'argent à Jean pour un nouveau téléphone, car l'ancien tombait littéralement en morceaux. Et c'était le meilleur sentiment au monde. Ce sentiment incroyable, de pouvoir enfin aider ses proches, et de voir que son travail avait un véritable sens. Ses collègues ont très vite apprécié le sens des responsabilités et le professionnalisme de Marie. Elle n'était jamais en retard, ne cherchait pas la facilité, et ne rejetait jamais son travail sur les autres. Si elle acceptait une tâche, elle l'accomplissait de manière irréprochable, même s'il fallait pour cela rester tard le soir. Le chef de service, un homme sévère proche de la retraite, qui ne complimentait presque personne, lui dit un jour: « Marie, vous êtes une perle rare. Des gens comme vous, on n'en fait plus à notre époque. » C'était la plus belle louange qu'elle ait jamais entendue de sa vie. La vie s'écoulait de manière calme et prévisible. Métro, boulot, dodo. Marie ne s'en plaignait pas. Elle aimait sincèrement ce qu'elle faisait. Elle aimait se sentir utile et indispensable. Parfois, ses amis l'invitaient dans des clubs ou à des soirées, mais elle refusait presque systématiquement. Pourquoi gaspiller de l'argent pour des futilités, alors qu'elle pouvait l'économiser pour quelque chose de vraiment important? De plus, il ne lui restait absolument aucun temps pour une vie personnelle. Il y avait bien eu une amourette, lors de sa 2e année d'université, mais elle s'était vite essoufflée. Le jeune homme ne comprenait pas pourquoi Marie préférait s'enfermer à la bibliothèque, au lieu de se promener avec lui le soir.
Pourquoi elle refusait les sorties au restaurant, et pourquoi elle semblait toujours pressée. Tu es un vrai robot, pas une fille, lui avait-il lancé en guise d'adieu. Marie avait été blessée, mais pas au point de vouloir changer quoi que ce soit à sa vie. Et puis, est arrivé ce fameux matin de printemps, qui a complètement bouleversé son existence. La journée s'annonçait exceptionnellement ensoleillée, douce, avec cette odeur caractéristique de terre humide et de bourgeons naissants. Marie se rendait au travail à pied. Son bus était tombé en panne, et il aurait fallu attendre le suivant pendant 20 longues minutes. Elle détestait perdre son temps, et avait donc décidé de marcher. Le trajet de chez elle jusqu'au bureau prenait environ 40 minutes. C'était l'occasion idéale pour réfléchir aux tâches de la journée, et planifier mentalement son travail. Elle marchait, le regard fixé sur le sol, concentrée sur un énième rapport financier, quand soudain, quelqu'un l'interpella. « Mademoiselle, attendez !» Marie s'arrêta, et se retourna. Un homme grand, vêtu d'une chemise claire et d'un jean, courait vers elle. Il était légèrement mal rasé, avec des cheveux bruns ébouriffés, et tenait un sac à main de femme. « Vous avez fait tomber ça, dit-il, essoufflé, en lui tendant le sac. Il était là, à l'arrêt de bus. J'ai pensé que c'était peut-être le vôtre. » Marie jeta un coup d'œil machinal au sac, et secoua doucement la tête. « Non, ce n'est pas à moi. Mais merci de l'avoir ramassé. » L'homme regarda le sac avec confusion, puis regarda Marie, puis de nouveau le sac. « Mince, j'en étais tellement sûre. Bon, eh bien, je n'ai plus qu'à l'apporter à la police. » Il s'apprêtait à faire demi-tour pour s'en aller, mais s'arrêta soudainement, et lui sourit. Ou alors, c'est peut-être le destin? J'ai couru sur une bonne centaine de mètres derrière vous, je suis complètement essoufflé, et tout ça pour rien. L'univers essaie peut-être de nous dire que nous devrions faire connaissance? Marie ne put s'empêcher de sourire en retour. En temps normal, elle ne réagissait jamais à ce genre de tentative d'approche dans la rue, mais il y avait quelque chose de rassurant chez cet homme. Il n'avait pas l'air d'un dragueur lourd et insistant, mais plutôt d'un gars amusant et un peu perdu. L'univers, dites-vous, gloussa-t-elle. Bon, très bien, je m'appelle Marie. Olivier, se présenta-t-il, en passant le sac inconnu dans sa main gauche, pour lui tendre la droite. Dites-moi, vous ne travailleriez pas par hasard dans ce centre d'affaires, là-bas? Il fit un signe de tête vers la grande tour de bureau, juste devant eux. J'y vais aussi. Nos bureaux sont au 7e étage. Il s'est avéré qu'ils travaillaient effectivement dans le même bâtiment, mais pour des entreprises différentes. Olivier était développeur dans une petite société informatique, spécialisée dans les logiciels d'entreprise. Ils ont discuté tout au long du chemin, et Marie a découvert, à sa grande surprise, qu'elle se sentait à l'aise et détendue avec cet homme. Il ne posait pas de questions stupides, ne la bombardait pas de compliments artificiels, il racontait simplement des anecdotes amusantes sur son travail. Et ces histoires donnaient vraiment envie de rire. Juste devant l'entrée du centre d'affaires, Olivier s'est arrêté et a dit. « Vous savez, Marie, j'ai vraiment beaucoup aimé discuter avec vous. Est-ce que je pourrais vous offrir un café, pendant la pause déjeuner? Il y a un excellent café qui vient d'ouvrir, au rez-de-chaussée de notre immeuble. » Marie allait refuser, car elle consacrait généralement sa pause déjeuner à avancer sur ses dossiers, mais elle s'entendit soudain répondre. « D'accord, je serai libre vers 13h. » Et c'est ainsi que tout a commencé. Ils se retrouvaient à la pause déjeuner, presque tous les jours. Olivier s'est révélé être un homme incroyablement spirituel, cultivé, et intelligent. Il savait écouter, vraiment écouter, sans jamais l'interrompre, et sans ramener constamment la conversation à lui-même. Il posait des questions à Marie sur son travail, sur sa famille, sur ses projets d'avenir, et pour la première fois de sa vie, elle a ressenti le besoin de s'ouvrir totalement à quelqu'un. Elle lui a parlé de sa mère, qui cumulait encore 2 emplois, bien que Marie l'aide régulièrement financièrement. De Jean, qui étudiait maintenant l'informatique, et se transformait peu à peu en un jeune homme responsable. De sa grand-mère, qui avait du mal à marcher, mais qui continuait, chaque printemps, à planter son petit potager. Du fait qu'il vivait à 5,
dans un petit appartement de 2 pièces, et que c'était parfois vraiment étroit. Olivier écoutait attentivement, sans l'interrompre, puis il a dit doucement. Vous êtes incroyable, Marie. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi fort que vous. Et cela ne sonnait pas du tout comme un compliment tout fait, mais comme une confession sincère et profonde. Progressivement, leurs rencontres ont cessé de se limiter aux simples pauses déjeuner. Ils ont commencé à se promener en ville après le travail, à aller au cinéma, à s'asseoir dans de petits cafés chaleureux, discutant de tout et de rien. Olivier a présenté Marie à ses amis, des développeurs tout aussi passionnés par leur métier que lui. Marie, de son côté, a présenté Olivier à sa mère et à sa grand-mère. Mamie s'est immédiatement prise d'affection pour le jeune homme. C'est un bon garçon, Marie, il a le regard honnête, et il ressemble à sa mère, c'est le signe qu'il ne te fera pas de mal. Sa mère était plus prudente dans son jugement, mais elle a également approuvé le choix de sa fille. 6 mois plus tard, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus vivre l'un sans l'autre. Olivier a fait sa demande en mariage de la manière la moins romantique que l'on puisse imaginer, lors d'une simple promenade au parc, assis sur un banc en bois classique, il a juste pris la main de Marie et a dit « Marie, marions-nous. Je veux me réveiller à tes côtés chaque matin, pour le reste de ma vie. » Sans bague de fiançailles, sans bouquet de roses, et sans poser un genou à terre. Mais Marie a fondu en larmes, submergée par le bonheur, et a hoché la tête, incapable de prononcer le moindre mot. Ils se sont mariés 3 mois plus tard, lors d'une cérémonie très modeste, en petit comité, avec leurs proches. Ils ont loué la petite salle d'un restaurant local, et ont invité une 30aine de personnes. Olivier portait un costume acheté dans un magasin de prêt-à-porter classique, et Marie portait une robe blanche très simple, sans aucune fioriture. Il n'y avait pas d'animateur de soirée, pas de jeux embarrassants, ni de mauvaises blagues. Juste une atmosphère familiale et chaleureuse, des félicitations sincères, un bon repas, et des visages rayonnants de bonheur. La mère de Marie n'arrêtait pas de pleurer de joie, essuyant ses yeux avec une serviette en papier. La grand-mère, assise à table, irradiait de bonheur. Jean a porté un petit toast très touchant. À ma sœur, qui a toujours été un exemple pour moi, et à Olivier, qui, je l'espère, sera digne d'elle. Même la mère d'Olivier, Odile, semblait ravie et accueillante. Elle serrait Marie dans ses bras, l'appelait « ma fille », et répétait à quel point elle était heureuse d'avoir enfin une belle-fille. Si Marie avait su, à ce moment-là, comment tout cela allait se terminer, elle se serait peut-être méfiée. Mais sur l'instant, sa belle-mère lui paraissait être une femme charmante et bienveillante, sincèrement heureuse pour son fils. Après le mariage, les jeunes mariés ont loué un petit studio, dans un quartier résidentiel de banlieue. L'appartement était minuscule, à peine 32 mètres carrés, en comptant la cuisine et la salle de bain. Mais Marie l'a transformé en un véritable petit nid douillet, elle a accroché des rideaux clairs, disposé des plantes sur les rebords de fenêtres, et acheté un plaid tout doux pour le canapé. Olivier, de ses propres mains, a réparé le robinet qui fuyait, resserré la poignée de porte qui bougeait, et installé des étagères dans l'entrée. Ils s'installaient, rêvaient ensemble, et faisaient des plans pour l'avenir. Mais il est très vite devenu évident que payer un loyer, c'était jeter l'argent par les fenêtres. Chaque mois, 800 € partaient en fumée, juste pour le loyer. À cela s'ajoutaient les charges, les courses, les transports, et les dépenses imprévues. Mettre de l'argent de côté pour acheter leur propre logement s'avérait presque impossible. Un soir, alors qu'ils prenaient le thé dans la cuisine, Olivier a soudainement proposé. « Marie, si on économisait pour acheter un appartement ? Sérieusement. On est jeunes, en bonne santé, on travaille tous les deux, on pourrait acheter dans le neuf. Les taux sont intéressants en ce moment. Les mensualités du crédit nous reviendraient à peu près au même prix que notre loyer actuel. Mais au moins, on serait chez nous. » Marie a réfléchi. L'idée était très sensée. Seulement, il nous faut un apport personnel, a-t-elle fait remarquer. En général, on demande 10 à 15% du prix du bien. Pour un T3 dans un quartier correct, ça fait au moins 30 000 €. Nous n'avons pas cette somme. Eh bien, on va économiser, a répondu Olivier,
avec obstination. En faisant très attention, on pourrait réunir cette somme en 1 an et demi. Mais pour y arriver, il va falloir arrêter de payer un loyer, sinon ça ne marchera jamais. Ils ont fait les calculs sur un bout de papier. Avec leurs revenus combinés, s'ils supprimaient les 800 € de loyer, et qu'ils mettaient environ 1200 € de côté chaque mois, en 1 an et demi, ils pourraient effectivement réunir la somme nécessaire. La seule question était de savoir, où allait-il vivre pendant tout ce temps? Marie a tout de suite compris qu'il n'irait pas vivre chez sa famille. Premièrement, ils étaient déjà à l'étroit. Deuxièmement, sa mère et sa grand-mère avaient déjà fait tellement de sacrifices pour elle, qu'il était hors de question de s'imposer chez elle avec son mari. Pour Olivier, il ne restait qu'une seule option, sa mère. Odile vivait seule, dans un grand appartement de 4 pièces, situé dans un très beau quartier. Elle avait hérité de l'appartement après le décès de son mari, emporté par une crise cardiaque 8 ans plus tôt. Olivier était son fils unique, elle n'avait pas d'autres enfants. En toute logique, elle aurait dû se réjouir de l'opportunité de vivre un peu avec son fils et sa belle-fille. Mais, pour une raison obscure, Marie a pressenti dès le départ que ce n'était pas la meilleure des idées. « Tu es vraiment sûr que ta mère sera d'accord ?» a-t-elle prudemment demandé à Olivier. « Ça risque peut-être de la déranger. » Mais non, au contraire, elle sera ravie, a assuré Olivier, d'un geste de la main. Maman se plaint tout le temps qu'elle s'ennuie toute seule, et qu'elle n'a personne à qui parler. Si on va vivre chez elle, ça lui fera de l'animation. Je l'appelle tout de suite. Il a composé le numéro de sa mère, juste devant Marie. Elle ne pouvait entendre qu'un seul côté de la conversation, mais c'était amplement suffisant. « Maman, salut. Écoute, on a eu une idée avec Marie. On voudrait acheter un appartement, et on a besoin de mettre de l'argent de côté pour l'apport personnel, tu comprends? Mais pour y arriver, on doit économiser sur notre loyer. Est-ce qu'on pourrait venir vivre chez toi? Ce serait pour 1 an et demi, 2 ans maximum. Oui, sérieusement? Maman, t'es vraiment géniale. Merci infiniment. Il a raccroché, et a regardé sa femme avec un grand sourire rayonnant. Tu vois, je te l'avais bien dit. Elle était super contente. Elle dit que la maison est trop vide, et qu'elle n'a personne avec qui échanger 2 mots. Elle sera très heureuse de nous avoir. Marie a souri, mais son sourire était forcé. Quelque chose de troublant et d'insistant s'agitait au fond d'elle, comme un mauvais pressentiment, mais elle a décidé de ne pas céder aux pensées négatives. C'était probablement juste le stress du déménagement. Tout allait bien se passer. Odile semblait être une bonne personne, après tout. Et puis, ce n'était que temporaire, 1 an et demi, 2 ans tout au plus, c'était largement supportable. Ils ont emménagé chez la belle-mère à la fin du mois d'août. Odile les a accueillis à bras ouverts, les a aidés à porter leurs affaires, et leur a montré la chambre qu'elle leur avait réservée. C'était la plus petite pièce de l'appartement, mais elle était tout à fait convenable, faisant environ 14 mètres carrés, avec une fenêtre exposée plein sud, et un placard encastré. Installez-vous bien, les enfants, faites comme chez vous, pépiait la belle-mère. Je suis tellement contente que vous soyez là. Je vous jure, on dirait que la maison a repris vie. Au début, tout se passait pour le mieux. Les jeunes faisaient très attention à ne pas déranger Odile, se comportaient discrètement, gardaient leur chambre dans une propreté immaculée, et nettoyaient régulièrement les espaces communs, la salle de bain, les toilettes et le couloir. Souvent, Marie préparait le dîner pour tout le monde, car cela ne lui posait aucun problème, et ça faisait plaisir à sa belle-mère. Le week-end, elle cuisinait ses fameuses tartes aux pommes, aux choux ou au fromage blanc. Olivier aidait sa mère pour le bricolage, il réparait les robinets, resserrait les charnières des portes de placard, et changeait les ampoules. Au début, Odile était radieuse face à tant d'attention. Elle complimentait les tartes de Marie, et disait qu'une belle fille aussi attentionnée était une véritable perle. Elle mangeait avec grand plaisir les plats de Marie, et lui donnait même des conseils de cuisine. Le soir, il leur arrivait souvent de s'asseoir tous les 3 dans la cuisine, pour boire du thé et discuter de tout et de rien. Marie s'est progressivement détendue. Apparemment, ses craintes étaient totalement infondées.
Sa belle-mère s'avérait être une femme très raisonnable, et la cohabitation se déroulait à merveille. Mais, très exactement 2 mois plus tard, les choses ont commencé à basculer. D'abord, par de petits détails, auxquels on aurait pu ne pas prêter attention. Odile a commencé à soupirer lourdement, sans aucune raison apparente. Elle s'asseyait dans la cuisine, buvait son thé, et poussait de longs soupirs. Marie lui demandait alors. « Quelque chose ne va pas, Odile ?» La belle-mère se contentait d'agiter la main. « Non, ma fille, ce n'est rien. C'est juste que vieillir, ce n'est pas une partie de plaisir. » Puis, les discussions ont commencé à tourner autour de l'argent. L'air de rien, au détour d'une phrase. « Oh là là, vous avez vu comme le prix des courses a augmenté ? Avant, j'achetais mon poulet pour 5 €, et maintenant, on m'en demande presque 10. Et puis l'électricité a encore augmenté, on n'en voit plus le bout. » Marie et Olivier hochaient la tête avec compassion, mais n'accordaient pas une importance démesurée à ces remarques. Après tout, les gens se plaignent souvent de l'inflation, c'est monnaie courante. Cependant, les jérémiades se sont faites de plus en plus insistantes. Désormais, Odile pouvait passer des heures à raconter à quel point la vie d'une retraitée seule était difficile, que sa pension ne suffisait pas. Qu'elle devait se priver de tout, qu'elle n'avait pas acheté un bon morceau de viande depuis plus d'1 mois, et qu'elle survivait en mangeant de simples saucisses. Pourtant, Marie voyait parfaitement bien que le réfrigérateur était régulièrement rempli de poulet, de porc, et de poisson. C'était Marie, elle-même, qui faisait les grosses courses pour toute la famille, 2 fois par semaine, pour ne déranger personne. Odile cuisinait ses produits, les mangeait avec appétit, mais continuait, de plus belle, à pleurnicher sur sa prétendue misère. En plus de cela, la belle-mère adorait papoter au téléphone. Elle pouvait rester pendue au bout du fil pendant 3 ou 4 heures avec ses amis, à débriefer les feuilletons télé, à raconter les ragots sur les voisins, et à critiquer toutes ses connaissances. Sa voix résonnait dans tout l'appartement. « Tu te rends compte, Chantal ? Sylvie, du 3e étage, elle a un nouvel amant. À son âge, elle approche la 60aine. Quelle honte, vraiment. Eddie, tu as regardé l'épisode d'hier soir ? Oh là là, le rebondissement. J'ai failli tomber de ma chaise. » Et cela continuait ainsi, pendant des heures. Mais, dès qu'il s'agissait d'argent, le ton de sa voix changeait radicalement. Elle devenait chevrotante, geignarde. Elle sortait son petit mouchoir, pour essuyer des larmes totalement invisibles. Marie et Olivier échangeaient des regards, mais gardaient le silence. Il était délicat de chercher le conflit, avec la personne qui les hébergeait sous son toit. Et puis, peut-être qu'elle traversait réellement une mauvaise passe financière. Au bout de quelque temps, les plaintes se sont transformées en insinuations très claires. « Voilà, la facture de régularisation est arrivée. 150 €. Comment voulez-vous que je paie ça ? Ma retraite n'est que de 1200 €. Et j'ai encore mes médicaments à acheter, et la nourriture. » Marie a très bien compris l'allusion, et a dit. « Odile, laissez, nous allons payer ces factures. Nous vivons ici, c'est tout à fait normal et équitable. » La belle-mère a immédiatement affiché un masque de profonde gratitude. « Oh, ma fille, si ça ne vous dérange pas. J'aurais aimé le faire moi-même, mais c'est vraiment difficile en ce moment. » Soit, pour les factures. De toute façon, Marie et Olivier avaient prévu de participer aux frais de la maison, c'était la moindre des choses. Ils ont donc réglé les factures, en pensant que l'affaire s'arrêterait là. Mais ce n'était pas le cas. Quelques semaines plus tard, la belle-mère a remis le couvert. « Oh, les filles à la pharmacie m'ont dit que mes cachets pour la tension avaient doublé de prix. Et je dois les prendre tous les jours, je ne sais vraiment pas comment je vais faire. » Sans dire un mot, Marie lui a tendu un billet de 50 €. « Achetez-les, Odile. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important. » La belle-mère a pris l'argent, mais son visage n'exprimait aucune joie particulière. Plutôt une forme de satisfaction, comme si c'était un dû. Ensuite, l'escalade a commencé. Un jour, c'était le lave-linge qui tombait en panne. « Mon Dieu,
le réparateur demande 100 € pour se déplacer. Où vais-je trouver une somme pareille? Olivier a réparé la machine lui-même, mais sa mère a tout de même exigé qu'on lui donne l'argent pour des pièces de rechange. Un autre jour, c'était le réfrigérateur qui faisait un bruit bizarre. Il va sûrement bientôt lâcher, et un neuf, ça coûte au moins 600 €. Le réfrigérateur n'a bien sûr pas lâché, mais l'amertume, elle, est restée. Marie a commencé à remarquer qu'Odile surveillait d'un peu trop près leurs dépenses personnelles. Si Marie rentrait du travail avec un nouveau chemisier, la belle-mère s'empressait de demander. « Oh, qu'il est beau! Il n'a pas dû être donné, celui-là, hein ?» Si Olivier s'achetait de nouvelles baskets, sa mère soupirait bruyamment. « Et moi, ça fait 2 ans que je traîne les mêmes vieilles chaussures usées. » Pourtant, dans le placard d'Odile, s'entassaient au moins 10 paires de chaussures, pour toutes les saisons. Les jeunes essayaient de faire abstraction de ces petites piques. Ils continuaient à économiser pour leur appartement. Chaque mois, ils mettaient rigoureusement 1200 € de côté, et parfois même plus, lorsqu'ils arrivaient à réduire leurs frais. L'argent s'accumulait sur leur compte épargne, ce qui les remplissait de joie. Encore 1 an, maximum 1 an et demi, et ils pourraient payer l'apport, signer leur crédit immobilier, et enfin déménager chez eux. Mais l'atmosphère dans l'appartement devenait de plus en plus lourde. La belle-mère adoptait un comportement erratique, tantôt elle devenait glaciale et distante, répondant à peine aux questions, et ignorant ostensiblement Marie, tantôt elle redevenait mielleuse, appelant sa belle-fille « ma chérie » et vantant ses talents culinaires. Ces montagnes russes émotionnelles étaient épuisantes. On ne savait jamais de quelle humeur serait Odile, en rentrant du travail. Un soir, Marie préparait le repas dans la cuisine. Elle faisait cuire des steaks hachés, et une bonne odeur se répandait dans l'appartement. Odile est entrée dans la cuisine, a reniflé l'air, et a soudain fait la grimace. « Qu'est-ce qui pue la friture comme ça? Ça me donne un mal de crâne pas possible. Allume au moins la hotte. » Marie a allumé la hotte sans dire un mot, alors qu'auparavant, sa belle-mère ne s'était jamais plainte des odeurs de cuisson, et mangeait ces mêmes steaks avec un grand appétit. Une autre fois, Marie avait préparé une tarte aux pommes, celle-là même qu'Odile avait tant complimentée par le passé. Elle a sorti du four une tarte magnifique, bien dorée et parfumée, et l'a posée sur la table pour qu'elle refroidisse. La belle-mère est sortie de sa chambre, a jeté un regard méprisant sur la tarte, et a dit avec indifférence. « Je n'en prendrai pas. Je suis au régime, le sucre m'est interdit. » Pourtant, Marie savait pertinemment qu'il n'y avait aucun régime. Le soir même, lors du dîner, Odile a englouti 3 grosses parts de cette fameuse tarte, sans la moindre hésitation. Tout cela n'était que des broutilles, mais ces détails s'accumulaient, créant un climat pesant et oppressant. Marie ne se sentait plus chez elle dans cet appartement. Elle avait la désagréable impression d'être épiée en permanence, jugée, et qu'on attendait le moindre faux pas de sa part. Olivier, bien sûr, remarquait les tensions entre sa femme et sa mère, mais il préférait faire l'autruche et ne pas s'en mêler. « Marie, c'est juste son caractère qui est comme ça, lui répétait-il. N'y fais pas attention. Prends sur toi encore un petit peu, on va bientôt déménager. » Mais le « petit peu » s'éternisait, et les exigences d'Odile ne faisaient que croître. Un mois seulement après leur emménagement chez la belle-mère, il s'est produit un événement qui a définitivement tout fait basculer. Odile a soudainement décrété qu'elle avait un besoin urgent de nouveaux meubles. Regardez par vous-même. Le canapé tombe en ruine. J'ai honte de recevoir des gens. Et l'armoire dans l'entrée grince tellement que ça m'écorche les oreilles. Marie et Olivier se sont regardés, perplexes. Le canapé était tout à fait convenable, peut-être très légèrement usé sur les accoudoirs, mais il ne tombait absolument pas en ruine. L'armoire, quant à elle, grinçait effectivement un peu, mais un simple coup d'huile sur les charnières aurait réglé le problème. « Maman, on n'est peut-être pas obligé de faire des frais maintenant, si, a prudemment suggéré Olivier. Tes meubles sont encore très bien, ils peuvent tenir. Et des meubles neufs, ça coûte cher. » Le visage de la belle-mère s'est instantanément renfrogné, et elle a pris un air offensé. Ses lèvres se sont mises à trembler. « Ah, c'est comme ça.
Donc, vous estimez que je ne mérite pas de vivre dans des conditions décentes? Je vous ai ouvert ma porte, et vous refusez de m'aider à acheter un simple canapé. Espèce d'ingrat. Marie a tenté de calmer le jeu. Odile, ce n'est pas que nous ne voulons pas vous aider. C'est juste que nous économisons pour notre futur appartement. Vous le savez bien, si nous dépensons une grosse somme maintenant, nous devrons rester vivre chez vous beaucoup plus longtemps. Mais la belle-mère était déjà lancée dans son grand numéro de tragédienne. Elle a commencé à pleurer à chaudes larmes, avec de grands sanglots bruyants, en s'essuyant les yeux avec son mouchoir. Je fais tout pour vous. Je vous loge, je vous nourris, je vous abreuve, et vous? Vous ne pensez qu'à votre petite personne? Ma retraite est misérable. Je ne peux même pas me payer un aménagement correct. Et vous, vous travaillez tous les deux, vous gagnez très bien votre vie, mais vous refusez de m'aider. Vous n'avez pas de cœur. Olivier a fini par craquer. Il avait toujours eu un caractère conciliant, et détestait les conflits, surtout avec sa propre mère. D'accord, maman, arrête de pleurer, on va t'aider. Combien il te faut pour les meubles? Miraculeusement, Odile a cessé de pleurer à la seconde même, et a annoncé le chiffre. 3 000 €. J'ai déjà repéré un très bel ensemble, un canapé, 2 fauteuils assortis, et une belle armoire. Le sang de Marie s'est glacé dans ses veines. 3 000 €. Cela représentait plus de 2 mois de leurs économies durement gagnées. 2 mois de privation, et de refus du moindre plaisir. Maman, c'est vraiment très cher, a tenté de protester Olivier. On ne pourrait pas chercher quelque chose d'un peu plus simple? Non, ce n'est pas cher du tout, a tranché la belle-mère, implacable. Je ne vous demande pas de m'acheter un château, juste un canapé décent et une armoire. Ou alors, vous êtes trop radin pour votre propre mère? Ils ont fini par capituler. Olivier a fait un virement de 3 000 € de son compte vers celui de sa mère. Odile a immédiatement retrouvé sa bonne humeur, a serré son fils dans ses bras, et l'a embrassé sur la joue. Oh, merci beaucoup, mon grand. Je savais bien que tu étais un bon garçon, et que tu ne laisserais pas ta mère dans le besoin. Elle n'a même pas jeté un regard à Marie. Une semaine plus tard, les fameux meubles neufs ont été livrés. Le canapé était effectivement très beau, de bonne facture, et l'armoire était de qualité. Mais Marie regardait ce mobilier, et sentait son estomac se nouer de ressentiment. 3 000 €. Pourquoi faire, au juste? Les anciens meubles faisaient parfaitement l'affaire. Ce n'était qu'un simple caprice. Mais elle ne pouvait rien dire, sous peine d'être accusée d'être avare et sans cœur. Le point suivant sur la liste des caprices de la belle-mère, ce fut la rénovation de la salle de bain. Le carrelage s'écaille, et les joints sont tout noirs. C'est dégoûtant à regarder. Comment voulez-vous que je vive là-dedans? J'ai trop honte d'inviter mes amis à la maison. Marie se souvenait pourtant très bien, que le carrelage de la salle de bain avait été refait à neuf à peine 4 ans plus tôt, du vivant du mari d'Odile. Les carreaux étaient blancs, propres, et sans la moindre fissure. Les joints avaient effectivement très légèrement noirci avec l'humidité, mais c'était tout à fait classique pour une salle de bain, et un bon coup d'éponge avec un produit adapté suffisait à régler le problème. Maman, laisse-moi juste nettoyer les joints avec un produit spécial, a proposé Olivier. Il n'y a pas besoin de tout refaire, je t'assure. Non, a catégoriquement coupé sa mère. Je veux des travaux corrects. J'ai vécu toute ma vie dans cet appartement, j'estime avoir droit à un minimum de confort. Cette fois, Marie a décidé de se montrer beaucoup plus ferme. Odile, nous vous avons déjà financé vos meubles. C'était une somme très importante. S'il vous plaît, attendons au moins quelques mois. Nous économisons vraiment pour notre appartement. La belle-mère l'a foudroyée d'un regard empreint d'un mépris si glacial, que Marie en a frissonné malgré elle. Et toi, ma petite, personne ne t'a sonné? C'est mon fils, et c'est mon appartement. Si ça te chante, tu restes. Si ça ne te plaît pas, tu dégages. Tu as l'embarras du choix. Un silence lourd et pesant s'est installé dans la pièce. Olivier gardait la tête baissée, manifestement incapable de trouver les mots.
Marie a serré les poings sous la table, mais s'est tue. Entrer en conflit ouvert avec sa belle-mère était dangereux, elle était tout à fait capable de les jeter à la rue du jour au lendemain. Et où irait-il vivre, sans argent? Retourner payer un loyer? Les travaux de la salle de bain ont coûté 2000 €. À cela, il a fallu ajouter le remplacement des sanitaires, détail qu'Odile avait étrangement oublié de mentionner au départ, ce qui a coûté 500 € supplémentaires. Au total, 2500 € de plus jetés par les fenêtres. Leurs économies fondaient à vue d'œil. À partir de là, les exigences se sont enchaînées, les unes après les autres. Le réfrigérateur était trop vieux, il fallait le changer, bien qu'il fonctionnait à merveille. La machine à laver était soi-disant trop bruyante et l'empêchait de dormir, bien qu'elle soit installée dans la salle de bain, porte fermée, et ne dérangeait absolument personne. Il fallait une nouvelle télévision, parce que l'écran de l'ancienne est trop petit, et je ne vois plus rien. Puis un nouveau micro-ondes, un nouvel aspirateur, de nouveaux rideaux, de la nouvelle vaisselle. Marie tentait de résister, mais se heurtait systématiquement à un mur de larmes, de reproches, et de menaces. Olivier, quant à lui, s'était complètement éteint. Il se sentait pris en étau entre sa mère et sa femme, incapable de savoir quelle était la bonne décision. D'un côté, il y avait sa propre mère, celle qu'il avait mis au monde, qu'il avait élevée, et à qui il devait tout. De l'autre, sa femme bien-aimée, pour laquelle il était prêt à soulever des montagnes. Devoir choisir entre les deux était une torture psychologique. Et la belle-mère, sentant parfaitement l'ascendant qu'elle avait pris, savourait son pouvoir. Elle s'était métamorphosée, de la charmante dame âgée du début, elle était devenue un véritable tyran domestique. À présent, elle s'en prenait à Marie pour la moindre broutille. La belle-fille préparait le dîner? C'est beaucoup trop gras. Elle faisait le ménage? Le sol est mal lavé, il y a des traces partout. Elle faisait la lessive? Le linge est très mal plié. Elle se montrait un peu plus douce avec Olivier, mais ne cessait de le harceler pour des détails. Mon grand, va faire 2 courses, mon chéri, sors les poubelles, emmène-moi voir mon ami en voiture. Olivier exécutait avec docilité tout ce que sa mère lui ordonnait, mais il devenait de jour en jour plus fatigué, et plus renfermé. Marie voyait leur couple se désagréger à petit feu. Ils n'avaient presque plus de vraies discussions intimes. Le soir, chacun restait scotché sur son téléphone, car ils n'avaient plus rien à se dire. Ou plutôt, ils avaient trop peur que la conversation ne dérive, une fois de plus, sur les problèmes d'argent et sur la belle-mère. Leur relation intime s'était raréfiée, devenant une simple obligation. Avant, ils riaient ensemble, plaisantaient, faisaient de grands projets. Désormais, l'avenir leur semblait bouché, sombre et incertain. Un soir, Marie a atteint le point de non-retour. Ils étaient tous les deux dans leur petite chambre, et elle a lancé. Olivier, il faut qu'on parle. Sérieusement? Il a levé vers elle des yeux cernés de fatigue. Et de quoi? De ma mère? De l'argent? De la situation? On a déjà dépensé près de 8000 € en 6 mois. Toutes nos économies sont passées à la trappe. On est revenu à la case départ, tu t'en rends compte? Olivier a soupiré de manière théâtrale. Je m'en rends compte, oui. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est ma mère, elle vit toute seule. Elle traverse vraiment une période difficile. Difficile? Marie n'a pas pu retenir son sarcasme. Olivier, réveille-toi. Ta mère passe 3 heures par jour au téléphone, pour raconter des potins à ses copines. Elle enchaîne les séries télé, elle fait du shopping, elle va voir ses amis. Qu'elle vit d'une difficulté insoutenable. Elle se sert juste de nous, tout simplement. Ne parle pas de ma mère comme ça, a haussé le ton Olivier. Tu n'as aucune idée de ce que c'est, que de vivre seule, après avoir perdu son mari. Elle se sent atrocement seule. Elle a besoin de soutien moral et matériel. Le soutien, c'est une chose, mais le racket financier, c'en est une autre, a rétorqué Marie, sans flancher. Ta mère fait exprès de choisir les articles les plus chers. Elle n'avait absolument pas besoin de refaire sa salle de bain, ni d'avoir un écran plat géant. Ce ne sont que des caprices de princesse,
et c'est nous qui les payons, au prix de notre propre avenir. La dispute a explosé. Pour la première fois depuis qu'ils vivaient ensemble, ils se sont réellement hurlés dessus, échangeant des mots blessants et cruels. Olivier a traité Marie de personne avare et sans aucun cœur. Marie l'a traité de lâche, et de fils à maman incapable de s'affirmer. Finalement, ils se sont couchés en se tournant le dos, remplis d'amertume, sans s'être réconciliés. Le lendemain matin, l'ambiance était glaciale. Ils se sont préparés pour aller au travail en silence, évitant soigneusement de croiser leurs regards. Pendant le petit déjeuner, Odile jacassait à propos d'une nouvelle série, mais Marie était dans ses pensées, n'écoutant pas un traître mot. Elle avait une migraine épouvantable, due au manque de sommeil et au stress. Au bureau, elle peinait à se concentrer sur ses dossiers, son esprit revenant sans cesse à la violente altercation de la veille. À la pause de midi, Olivier lui a envoyé un message : « Je te demande pardon pour hier. Je ne pensais pas un mot de ce que j'ai dit. Rentrons ce soir et discutons en calmement. » Marie a répondu : « Moi aussi, j'ai mes torts. D'accord, on en parlera. » Mais il n'y a eu aucune discussion calme, car le soir même, Odile avait préparé une nouvelle mise en scène dramatique. Elle a attendu que Marie et Olivier finissent leur dîner, pour déclarer avec la plus grande solennité. « Les enfants, j'ai pris une grande décision, il faut absolument changer toutes les fenêtres de l'appartement. Le bois est complètement sec, et l'air passe par toutes les fissures. » Marie est restée pétrifiée, sa tasse de thé suspendue en l'air. Les fenêtres ? Des fenêtres en PVC double vitrage, qui avaient été installées il y a à peine 5 ans, alors que le père d'Olivier était encore en vie. Elles étaient solides, d'excellente qualité, avec des fixations parfaites. Il n'y avait pas la moindre fissure, ni le moindre courant d'air. Ces fenêtres étaient dans un état clinique parfait. « Maman », a articulé lentement Olivier. « Tes fenêtres sont en très bon état. Elles ont été changées il n'y a pas longtemps. » « Et qu'est-ce que tu en sais, toi ?» a balayé sa mère d'un revers de main. « C'est moi qui vis ici. Je sens bien le vent qui s'engouffre, surtout dans ton ancienne chambre. Les vitres sont gelées, et le vent siffle par les interstices. » Marie a craqué. « Odile, il est hors de question que nous payions pour de nouvelles fenêtres. Celles-ci sont en excellent état. Ce serait littéralement jeter l'argent par les fenêtres. » La belle-mère a lentement tourné la tête vers elle. Son regard aurait pu geler un volcan. « Je vous demande pardon, mais est-ce que je vous ai demandé votre avis ? C'est mon appartement, et ce sont mes fenêtres. Si j'ai décidé qu'il fallait les changer, je les changerai, un point c'est tout. Et vous allez m'y aider. Sinon, vous n'avez qu'à continuer à vivre avec ces vieilles menuiseries, et à geler de froid cet hiver. » « Nous n'avons pas froid, » a tranché Marie d'un ton ferme. « Et nous refuserons catégoriquement de payer pour des fenêtres totalement inutiles. Nous avons déjà englouti toutes nos économies, pour payer vos meubles, vos travaux, et votre électroménager. Maintenant, ça suffit. » Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Odile s'est lentement levée de sa chaise. Son visage était déformé par une haine viscérale. « Ça suffit, » a-t-elle sifflé, tel un serpent. « Mais pour qui te prends-tu, petit effronté, pour me donner des ordres chez moi ? Je vous ai recueilli par pure pitié, et c'est comme ça que tu me remercies ? Tu te permets de faire la loi ? Tu devrais me remercier de vous éviter de payer 1 an de loyer, alors que vous vivez ici au crochet de la princesse, et tu oses te plaindre ? » « Au crochet de la princesse ?» Marie s'est levée d'un bond. « On vous paie toutes vos factures, on remplit votre frigo. On vous a payé des meubles, des travaux et du matériel pour plus de 8 000 €. Vous appelez ça vivre gratuitement ? » La belle-mère a fait un pas menaçant vers sa belle-fille. Ses yeux lançaient des éclairs de folie. « Fous le camp de chez moi, immédiatement » a-t-elle hurlé. « Et ramasse cette lavette au passage » a-t-elle ajouté en pointant un doigt accusateur vers son fils. « Prends-le avec toi, et je veux que dans 1 heure, vous ayez vidé les lieux. » Olivier s'est levé précipitamment, et s'est interposé entre sa mère et sa femme. « Maman, calme-toi. S'il te plaît, on va discuter de ça posément. » « Ferme-la »
a vociféré Odile, hors d'elle. C'est à cause de cette harpie que tu es devenu un étranger. Avant, tu m'aimais, tu prenais soin de moi, mais maintenant, tu ne penses plus qu'à elle. Elle t'a complètement monté la tête. Dégagez de chez moi, tout de suite. Marie a attrapé le poignet d'Olivier et l'a tiré vers leur chambre. Viens, on fait nos valises. Sa voix était ferme et résolue, même si, à l'intérieur, elle bouillonnait de colère et d'indignation. Ils ont jeté leurs affaires en vrac dans des sacs de voyage, prenant uniquement le strict nécessaire, leurs papiers, leurs ordinateurs, et quelques vêtements de rechange. Odile se tenait dans l'encadrement du couloir, les bras croisés sur la poitrine, observant leur départ en silence. Un sourire indéchiffrable flottait sur ses lèvres, mêlant à la fois un sentiment de triomphe malsain et une méchanceté pure. « Adieu, Odile » a lancé froidement Marie, en remontant la fermeture de son manteau. « Merci pour votre grande hospitalité. » La belle-mère a ricané avec mépris. « Cassez-vous, et bon débarras. » Ils se sont retrouvés dehors. C'était une soirée glaciale de février. Un vent piquant soufflait dans les rues. Olivier restait muet, serrant convulsivement les poignées de ses sacs de sport. Marie a sorti son smartphone, et s'est mise à éplucher les annonces de location. Elle a fini par trouver un petit studio minable dans les environs, a appelé la propriétaire, et a négocié une visite immédiate. Le logement s'est avéré être une véritable cage à poules, exiguë, avec du papier peint qui se décollait et des meubles d'un autre âge, mais la logeuse a accepté de leur louer sur le champ, sans exiger de dossiers interminables ni de garanties impossibles. Le loyer était de 700 € par mois, hors charge. Ils ont versé une avance de 2 mois en espèces, signé un contrat précaire, et sont restés pour la nuit. Olivier s'est affalé sur le canapé défoncé, et est resté prostré, silencieux. Marie se tenait près de la fenêtre, contemplant la cour enneigée de l'immeuble. Tout l'argent qu'ils avaient réussi à mettre de côté en plus d'1 an de sacrifice, s'était volatilisé pour satisfaire les lubies de sa belle-mère. À présent, il allait falloir recommencer à payer un loyer, et repartir littéralement de zéro. Et la perspective d'acheter un jour leur propre appartement, semblait plus éloignée et compromise que jamais. Marie, a murmuré Olivier, d'une voix brisée. Je te demande pardon. Pardonne-moi de ne pas avoir su te protéger de la folie de ma mère. Pardonne-moi d'avoir été un lâche. Elle s'est tournée vers lui. Son visage exprimait une douleur si intense, un tel désespoir, que le cœur de Marie s'est serré de compassion. Ce n'est pas ta faute, a-t-elle répondu, en s'approchant pour le prendre dans ses bras. Tu n'y es pour rien. Ta mère. Elle est simplement différente de ce qu'elle paraissait être. C'est tout. Ils sont restés ainsi, blottis l'un contre l'autre, en silence, tentant d'assimiler cette nouvelle et dure réalité. Marie avait parfaitement conscience que leur mariage venait de traverser une tempête majeure, et elle n'était pas certaine qu'il résisterait à une nouvelle crise. Dès le lendemain, Odile a appelé son fils au téléphone. Son ton était apaisé, presque affectueux. « Mon grand, tu boudes encore ? Allez, j'ai peut-être réagi un peu fort. Revenez à la maison, on oublie tout, et on reprend comme avant. » Olivier a interrogé Marie du regard. Elle a fait non de la tête, catégoriquement. Dis-lui qu'on a déjà trouvé un appartement. Et qu'on ne remettra plus les pieds chez elle. Olivier a répété les mots de sa femme, à l'identique. Un long silence a plané au bout du fil, suivi d'une voix soudainement glaciale. Ah, c'est comme ça ? Eh bien, allez au diable. Mais ne venez pas pleurer dans mes jupes, quand vous serez sur la paille. Et elle a raccroché violemment. Les mois qui ont suivi ont été une véritable épreuve de force. Le loyer engloutissait une part énorme de leur salaire. Mettre le moindre centime de côté tenait du miracle. Marie a accepté des missions supplémentaires au bureau, et faisait des heures à n'en plus finir. Olivier, de son côté, a repris une activité de freelance le soir, en développant des codes pour des startups. Il se privait absolument de tout, la nourriture était rationnée, plus de nouveaux vêtements, plus aucune sortie. Leur vie se résumait à une course effrénée après l'argent.
Odile appelait parfois son fils, mais Olivier se contentait de réponses laconiques et froides. Elle tentait de l'entraîner dans de longues discussions, usant du chantage affectif habituel. « Mon fils, je suis si seule. Je me sens si mal. Viens me voir, s'il te plaît, au moins quelques minutes. » Mais Olivier avait compris la leçon, et ne cédait plus. Il voyait bien à quel point sa femme s'épuisait à la tâche, les sacrifices qu'il devait faire au quotidien, et il savait pertinemment qui était responsable de cette situation, sa propre mère. Plusieurs mois se sont écoulés. Marie travaillait avec l'acharnement d'une bête de somme. Mais son professionnalisme, et son dévouement absolu, ne sont pas passés inaperçus. Ses supérieurs la couvraient d'éloges, ses collègues la respectaient profondément, et les clients lui accordaient une confiance aveugle. Jusqu'à ce fameux jour, où le directeur de son service l'a convoquée dans son bureau. « Marie, le poste de directeur du département financier se libère. J'ai décidé de vous le proposer. » Marie est restée sans voix, tétanisée par la surprise. Directrice de département. C'était un poste à très haute responsabilité. Cela impliquait de diriger toute une branche, de manager une équipe de 12 personnes, et de gérer des budgets de plusieurs millions. C'était un bond en avant dans sa carrière, dont elle n'aurait même pas osé rêver. Réfléchissez-y jusqu'à demain, a ajouté le directeur. Mais je suis convaincu que vous serez à la hauteur. Vous êtes, de loin, la collaboratrice la plus compétente de tout le service. Elle est sortie du bureau, comme dans un état second. De toute la journée, elle n'a pas réussi à se concentrer sur son travail. Sa tête tournait. Et le soir, de retour à la maison, lorsqu'Olivier est rentré du travail, elle lui a annoncé la grande nouvelle. Il l'a serrée très fort dans ses bras, et l'a fait tournoyer dans la pièce. « Ma chérie, tu es incroyable. J'ai toujours su que tu irais loin. » Ils ont examiné la situation sous tous les angles. Ce nouveau poste s'accompagnait d'une revalorisation salariale très importante, son salaire allait presque doubler. Cela signifiait concrètement qu'il pourrait mettre de côté non pas 1 000 €, mais près de 2 000 € par mois. À ce rythme-là, d'ici 1 an à 1 an et demi, ils auraient réuni l'apport nécessaire pour enfin acheter leur propre logement. Ce rêve, qui semblait s'être évaporé, redevenait soudainement accessible. Surtout, n'en parle à personne pour l'instant, la mise en garde Marie. Et encore moins à ta mère. Si elle vient à apprendre que je gagne plus d'argent. Olivier a hoché la tête, très sérieusement. Compris. Je serai muet comme une tombe. Mais les secrets finissent toujours par fuiter, et généralement au pire moment possible. Une semaine après la confirmation officielle de sa nomination, Marie discutait au téléphone avec sa meilleure amie, Léa. Elle se tenait dans leur petite chambre, face à la fenêtre, et partageait sa joie. « Léa, tu te rends compte ? Je suis nommée directrice de département. J'ai encore du mal à y croire. Mon salaire va dépasser les 4 500 € nets. » Elle n'avait absolument pas remarqué l'ombre qui se tenait immobile, de l'autre côté de la porte, dans le couloir. Odile avait débarqué chez eux à l'improviste, sous le faux prétexte de rapporter des affaires qu'Olivier avait soi-disant oubliées lors de leur départ précipité. Elle avait écouté toute la conversation aux portes, entendu les mots « promotion » et « nouveau salaire », et dans ses yeux, cette lueur malveillante si caractéristique s'était instantanément ravivée. Marie a raccroché, et est sortie de la chambre. Dans l'entrée, sa belle-mère l'attendait, un sourire de triomphe étiré sur les lèvres. « Tiens donc, ma très chère belle-fille. Tu deviens directrice, et tu ne dis rien à personne ? Eh bien. C'est ce qu'on va voir. » Le cœur de Marie a raté un battement. Odile était au courant. Il ne restait plus qu'à attendre la prochaine salve d'exigences absurdes et de chantage. Sans piper mot, elle est passée devant sa belle-mère, en lui tendant sèchement le sac contenant les affaires d'Olivier. « Au revoir. » La belle-mère a tourné les talons, mais Marie savait très bien que ce n'était qu'une trêve. Ce n'était que le prélude d'une nouvelle guerre psychologique. Dès le lendemain, Olivier est rentré du travail avec un visage fermé et sombre. Il a traversé la pièce en silence, a jeté son sac sur le canapé,
et s'est assis lourdement, le visage enfoui dans ses mains. Marie a immédiatement deviné, sa mère l'avait appelé. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» a-t-elle demandé doucement, en s'asseyant à côté de lui. Olivier a levé la tête. Ses yeux trahissaient une fatigue immense, et une totale incompréhension. « Elle m'a appelé 3 fois, rien qu'aujourd'hui. Au bureau, mes collègues commencent à se poser des questions, ils pensent que j'ai de graves problèmes familiaux. » Et que voulait-elle ? Se plaindre de sa santé. Dire qu'elle se sent mal, qu'elle est désespérément seule, que personne ne s'occupe d'elle. Et puis, au beau milieu de ces jérémiades, elle m'a demandé à brûle-pourpoint si c'était vrai, que tu avais été promu. Olivier a poussé un lourd soupir. J'ai répondu que oui, c'était vrai. Elle est restée silencieuse un instant, et puis elle a raccroché. Marie a hoché la tête. Cela signifiait que la belle-mère était en train d'élaborer un plan, et qu'elle préparait son attaque. Il ne s'était pas trompé. 2 jours plus tard, Odile l'a de nouveau frappé. Cette fois, elle a appelé Olivier tard le soir, lorsqu'il était sûr d'être à la maison. Marie ne percevait qu'une partie de la conversation, mais c'était largement suffisant pour comprendre. « Oui, maman, je suis à la maison. »« Non, Marie est là aussi. »« Quoi ? De quel crédit tu parles ? » ?»« Maman, attends une seconde, je ne comprends rien. 10 000 euros ? Mais tu as complètement perdu la tête ? Marie s'est levée d'un bond, et s'est précipitée vers Olivier. Il était blême, cramponné à son téléphone, écoutant le flot de paroles de sa mère. Son visage montrait clairement qu'il n'en croyait pas ses propres oreilles. « Mais maman, on ne t'a jamais demandé de prendre un crédit. Pourquoi tu as fait une chose pareille ? Quels travaux ? Mais on n'habite plus chez toi depuis des mois, on a déménagé, souviens-toi. Non, il est hors de question qu'on rembourse un crédit qui n'est pas le nôtre, c'est de la folie. » Odile hurlait tellement fort dans le combiné, que même Marie pouvait l'entendre, une voix hystérique et péremptoire. Olivier écoutait, essayait de placer un mot pour protester, mais sa mère lui coupait systématiquement la parole. Poussé à bout, il a fini par exploser. « C'est bon, ça suffit maintenant. On en reparlera demain, calmement. Je refuse d'en discuter dans ces conditions. » Et il a raccroché brutalement. Ils sont restés plongés dans le silence pendant 5 bonnes minutes. Finalement, Olivier a pris la parole. « Elle a souscrit un crédit à la consommation de 10 000 euros, pour de soi-disant travaux urgents. Et elle exige que ce soit nous qui le remboursions, parce que maintenant, je cite, on roule sur l'or. » Marie a senti une bouffée de colère la submerger. « Mais elle est complètement malade. Prendre un crédit dans notre dos, et nous ordonner de le payer à sa place ? C'est de l'extorsion pure et simple. » « Je lui ai dit qu'on ne paierait pas, » a continué Olivier, d'une voix lasse. Alors elle a commencé à me menacer. Elle dit que si on refuse, elle va nous traîner en justice, pour exiger des indemnités pour le temps où on a vécu chez elle. Pour le temps où on a vécu chez elle ? Mais on a tout payé, l'électricité, la nourriture, et ses caprices pour plus de 8 000 euros. Elle prétend que c'était de l'aide volontaire, mais qu'on ne lui a jamais versé de véritable loyer. Elle affirme qu'elle est en droit de réclamer des arriérés de loyer avec effet rétroactif. Olivier s'est frotté le visage avec les mains. « Mon Dieu, je ne reconnais plus ma propre mère. Comment a-t-elle pu tomber aussi bas ?» Marie l'a pris dans ses bras. « Ne te sens pas coupable. C'est elle qui a fait ce choix. » Ils ont passé une nuit quasiment blanche, à débattre de la meilleure marche à suivre. Olivier voulait passer voir sa mère le lendemain matin, pour essayer de la raisonner de vive voix. Marie était catégoriquement contre, persuadée que toute discussion se solderait par un nouveau psychodrame, mais elle a fini par céder, bien que son instinct lui hurlât que rien de bon n'en ressortirait. Le lendemain matin, Olivier s'est rendu chez sa mère. Marie est restée à l'appartement, c'était son jour de repos. Elle a essayé de s'occuper avec diverses tâches ménagères, mais ses pensées revenaient invariablement à Olivier. Comment se passait l'entrevue ? Avait-il réussi à faire entendre raison à sa mère ? 2 heures plus tard, il était de retour. Son visage était terreux, ses yeux rougis.
Marie a compris instantanément que la confrontation avait tourné au désastre. Un véritable désastre. Alors, a-t-elle demandé. Olivier est entré dans la cuisine sans dire un mot, s'est versé un grand verre d'eau, qu'il a bu d'un trait, s'est assis à table, et a raconté. Odile l'avait accueilli de manière tout à fait affable, lui proposant un thé et lui demandant de ses nouvelles, comme si de rien n'était. Olivier avait prudemment abordé le sujet du crédit, tentant de lui faire comprendre qu'il leur était impossible d'assumer les dettes d'autrui, qu'ils avaient leur propre projet de vie, et qu'ils économisaient durement pour acheter leur appartement. Sa mère l'avait écouté en silence, hochant la tête. Puis, lorsqu'il eut terminé son plaidoyer, elle avait déclaré d'un ton glacial. « Mon fils, j'entends bien tes arguments. Mais le crédit est déjà pris, et l'argent est dépensé. La banque veut ses remboursements, et c'est vous qui allez payer. Pourquoi? Parce que vous avez les moyens, et moi non. » Olivier avait voulu répliquer, mais sa mère l'avait coupé net. Elle s'était levée, s'était approchée de lui, et lui avait asséné, durement. Soit vous me versez 300 € par mois, jusqu'à ce que le crédit soit soldé, soit je contacte un avocat. Je réclamerai une compensation financière, pour les mois où vous avez squatté chez moi. Le loyer moyen dans mon quartier est de 1 200 € par mois. Vous êtes resté plus d'1 an. Fais le calcul toi-même, et vois ce qui te coûtera le plus cher. Olivier était en état de choc. Il n'aurait jamais imaginé un tel machiavélisme, de la part d'un membre de sa propre famille. « Maman, c'est toi qui nous as supplié de venir vivre ici. On ne t'a rien imposé, tu nous as dit que ça te ferait plaisir. » Ça me faisait plaisir, oui. Du moins, tant que vous vous montriez reconnaissant. Mais aujourd'hui, vous gagnez très bien votre vie, et vous rechignez à m'aider. Alors, à vous de choisir, soit vous payez le crédit, soit on se retrouve au tribunal. Olivier avait quitté l'appartement de sa mère sans même lui dire au revoir. Il avait compris qu'il était vain de chercher à dialoguer, sa mère s'était transformée en une parfaite étrangère, uniquement obsédée par l'appât du gain. Marie a écouté son récit jusqu'au bout, et est restée silencieuse un moment. Puis, elle a dit. Olivier, on doit absolument consulter un avocat. Il faut qu'on sache si elle a la moindre base légale, pour appuyer ses menaces. Ils ont trouvé un avocat grâce au bouche à oreille, et ont pris rendez-vous pour une consultation. Le professionnel a écouté leur histoire, et a rendu son verdict, sans équivoque. Elle n'a strictement aucune base légale pour exiger des arriérés de loyer. Vous avez été hébergé à titre gratuit, sur la base d'un simple accord verbal, c'est elle qui vous a invité. De plus, si vous avez conservé les preuves d'achat et les relevés bancaires, prouvant que vous avez payé les factures d'énergie et fait des achats pour elle, cela suffira amplement à prouver devant un juge, que vous avez largement compensé les frais liés à votre présence. Si elle vous attaque en justice, elle sera déboutée. L'avocat a toutefois marqué une pause, avant d'ajouter. Cependant, préparez-vous psychologiquement. Elle ne va pas vous lâcher. Il y aura du harcèlement téléphonique, des menaces, et il est très probable qu'elle essaie de retourner le reste de votre famille contre vous. Marie et Olivier ont échangé un regard entendu. Ils s'y étaient préparés. L'essentiel, c'était que la loi soit de leur côté. Plusieurs jours ont passé. Odile ne donnait aucun signe de vie, ce qui était pour le moins inquiétant. Généralement, après une altercation, elle passait à l'offensive presque immédiatement. Ce silence radio était suspect. Puis, un soir, alors que Marie rentrait du bureau, elle a entendu une voix familière. Au rez-de-chaussée de leur immeuble, Odile était en pleine conversation avec une de leurs voisines. Marie s'est figée près de la porte d'entrée, tendant l'oreille. « Ah, si vous saviez, quelle ingratitude! Je les ai accueillis chez moi, je les ai nourris pendant plus d'1 an, et ils ne m'ont jamais donné le moindre centime. Et maintenant, cette peste de belle-fille gagne des fortunes, et elle me prend de haut. Elle dit que la mère de son mari peut bien crever, elle s'en fiche éperdument. » La voix de la belle-mère vibrait d'une indignation feinte. La voisine compatissait bruyamment. « Oh là là, ma pauvre Madame Odile, les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus aucun respect, ni aucune valeur.
Marie a pris une profonde inspiration, a rassemblé tout son courage, et est entrée d'un pas décidé dans le hall de l'immeuble. En l'apercevant, Odile s'est tue au beau milieu d'une phrase. Marie s'est plantée devant sa belle-mère, et a déclaré d'une voix calme, mais tranchante comme une lame. Odile, je vous déconseille fortement de propager des mensonges à notre sujet. Nous vous avons payé tout ce que nous vous devions, et même bien au-delà. Si vous continuez vos diffamations, nous saisirons la justice pour calomnie. La belle-mère est devenue rouge pivoine. Espèce d'effrontée. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Je ne vous parle pas sur un ton, je vous mets en garde. Au revoir. Marie a tourné les talons et s'est dirigée vers l'ascenseur, sans même se retourner. Son cœur battait la chamade, mais elle avait réussi à garder une façade de marbre. De retour dans l'appartement, elle a raconté l'incident à Olivier. Il a froncé les sourcils. Je vois. Elle a changé de tactique. Elle a décidé de nous salir auprès de tout le monde. Laisse-la faire, nous n'avons rien à nous reprocher. Mais Odile n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Quelques jours plus tard, la tante d'Olivier, la sœur d'Odile, l'a appelée. Elle lui a passé un véritable savon au téléphone. Olivier, comment as-tu pu faire une chose pareille à ta propre mère? Elle pleure tous les jours, elle m'a dit que tu l'avais lâchement abandonnée. Tu n'as donc aucune conscience? Olivier a bien tenté d'expliquer la situation, mais sa tante refusait de l'entendre. Elle était intimement convaincue qu'Odile était une malheureuse victime innocente, et qu'Olivier et Marie étaient des monstres d'égoïsme. Ensuite, ce fut au tour des membres plus éloignés de la famille, les cousins, un oncle du côté paternel, et même l'ancienne voisine avec qui Odile jouait aux cartes. Tous appelaient pour faire honte à Olivier, pour le contraindre à revenir à la raison et à aider sa mère. Excédé par ce torrent d'accusations injustifiées, Olivier a fini par éteindre son téléphone. Marie constatait les ravages que cette cabale causait sur son mari. Il devenait de plus en plus sombre, irritable, et souffrait d'insomnie. Elle mesurait la difficulté de la situation, c'était sa mère, après tout, quel que soit son comportement odieux. Mais quelle autre solution s'offrait à eux? Capituler, et payer le crédit de quelqu'un d'autre? Accepter de se faire manipuler par cette femme pour le restant de leurs jours? 2 autres semaines se sont écoulées. Odile se faisait toute petite, plus d'appels, plus de messages, plus de visites inopinées en bas de chez eux. Olivier a fini par s'en inquiéter, et l'a appelé lui-même. Sa mère a répondu d'une voix brève et glaciale. Tout va bien. Ne t'occupe pas de moi. Et elle a mis fin à l'appel. C'est louche, a glissé Olivier à Marie. D'habitude, elle ne lâche pas le morceau aussi vite. Marie est restée sur ses gardes. Son intuition féminine lui hurlait que sa belle-mère préparait un nouveau mauvais coup. Quelque chose de bien plus grave, que de simples coups de téléphone plaintifs à la famille. Et ce jour fatidique a fini par arriver. Le jour où leur destin a basculé. Marie était rentrée du bureau un peu plus tôt que d'habitude. Olivier devait la rejoindre dans 1 heure environ. Elle a mis de l'eau à chauffer pour le thé, s'est installée sur le canapé usé de leur minuscule studio de location, et a pris son téléphone pour consulter ses emails. C'est à cet instant précis, que la sonnette de la porte a retenti avec insistance. Marie a ouvert. Sur le palier, se tenait Odile. Elle arborait un visage triomphant, et une lueur de pure méchanceté dansait dans son regard. Elle s'est frayé un passage dans l'appartement, sans même attendre d'y être invitée, et s'est dirigée directement vers la pièce principale, scrutant les lieux avec un sourire de mépris. Odile, mais que faites-vous ici? A demandé Marie, complètement décontenancée. La belle-mère a pivoté vers elle. J'attends mon fils. J'ai quelque chose à lui annoncer. Quelque chose d'important. Elle s'est installée sur le canapé, croisant les bras sur sa poitrine. Marie s'est crispée. Quelque chose clochait. Quelque chose clochait vraiment. Elle est retournée dans la cuisine sans prononcer un mot, a continué à préparer son thé, mais a tendu l'oreille à l'extrême. Odile est restée assise dans le salon, tapotant nerveusement l'accoudoir du canapé du bout des doigts, visiblement plongée dans une intense réflexion.
Une telle attitude ne lui ressemblait pas le moins du monde. 40 minutes plus tard, la porte s'est ouverte sur Olivier. En apercevant sa mère, il s'est figé sur place, comme frappé par la foudre. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» Odile s'est levée, et s'est avancée vers lui. « Mon fils, assieds-toi. Il faut qu'on parle. » Très sérieusement. Olivier l'a dévisagé avec méfiance, mais a fini par s'asseoir. Marie est restée pétrifiée sur le seuil de la cuisine, sa tasse de thé entre les mains. Sa mère a pris une profonde inspiration, et a lâché la bombe, en regardant son fils droit dans les yeux. « Mon chéri, un petit oiseau m'a rapporté, que ton idiote de femme avait décroché un poste de directrice. Eh bien, figure-toi que je sors tout juste de la banque. Et devine quoi? Mon crédit de 10 000 € a été validé. Alors, c'est très simple. Que cette dinde se charge des remboursements. Et je te conseille de ne pas discuter. Vous me devez tellement d'argent, pour tout le temps où je vous ai logé sous mon toit. Vous paierez mes mensualités rubis sur l'ongle, jusqu'au tout dernier centime. » Un silence sépulcral a envahi la pièce. Olivier restait cloué sur place, sans bouger d'un cil, fixant sa mère avec des yeux exorbités. Marie, figée, sentait le sang bouillonner dans ses veines. Finalement, Olivier a articulé lentement. « Maman. On n'habite plus chez toi. Tu as des problèmes de mémoire? On a déménagé il y a 6 mois. » Odile a ricané avec mépris. « Et alors? Ça ne change rien, vous allez payer. Je suis ta mère, c'est ton devoir de m'entretenir. Tu croyais vraiment que je vous avais hébergé par pure bonté d'âme? Tout a un prix dans la vie. » C'est à cet instant précis, que Marie est entrée dans l'arène. Elle a posé délicatement sa tasse sur la table, et a déclaré d'une voix rassurée. « Vous savez quoi, Odile? Puisque vous avez fait le déplacement jusqu'ici, avec ce genre de requêtes absurdes, moi aussi, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. » La belle-mère s'est tournée vers elle, affichant une moue dédaigneuse. « Quelle nouvelle? Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir d'intéressant à me dire? » Marie a esquissé un sourire. Un sourire glacial et parfaitement maîtrisé. « Oh, une nouvelle très simple. Grâce à mon nouveau salaire, nous avons largement les moyens de louer un appartement beaucoup plus grand et agréable, tout en mettant 2 000 € de côté chaque mois pour notre achat immobilier. Dans 1 an, nous aurons notre apport, et nous achèterons notre appartement. Quant à vous, vous resterez toute seule dans votre grand 4 pièces, et vous rembourserez votre fichu crédit, toute seule. Parce que nous déménageons d'ici la fin de la semaine. » Le visage d'Odile a viré au blanc cadavérique. Puis, au rouge cramoisi. « Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? » J'ai dit que nous déménagions pour un appartement plus grand, et que vous ne verrez plus jamais la couleur d'un seul de nos centimes. Vous êtes la seule responsable de cette situation, Odile. Vous auriez pu continuer à vivre en bons termes avec nous, et bénéficier de notre aide et de notre soutien. Mais vous avez fait le choix de la cupidité et de la manipulation. Vous avez contracté un prêt dans notre dos, et vous venez chez nous pour exiger qu'on le rembourse à votre place. Très bien. Assumez donc les conséquences de votre propre avidité. » La belle-mère a fait un mouvement brusque vers sa belle-fille, mais Olivier s'est interposé, faisant rempart de son corps pour protéger Marie. « Maman, sors de chez nous. Tout de suite. » « Mon fils, mais tu es devenu fou. C'est moi, ta propre mère. C'est moi qui t'ai mis au monde, qui t'ai élevé. » La voix d'Odile s'est brisée, devenant soudainement pitoyable. Elle a tenté d'utiliser sa technique de manipulation affective habituelle, mais Olivier est resté inflexible. « Oui, tu es ma mère, et je t'ai aimé profondément. Mais tu as retourné cet amour contre nous, pour t'en servir comme d'une arme. Tu essaies de nous presser comme des citrons pour nous soutirer le moindre euro, sans te soucier une seule seconde de notre avenir. Tu as pris un crédit dont nous n'avons que faire, et tu oses nous ordonner de le payer. Je suis désolée, mais mon choix est fait, je choisis ma femme. Pars. » Odile est restée plantée là, la bouche entr'ouverte, stupéfaite.
Elle n'avait absolument pas anticipé un tel revirement de situation. Elle était persuadée que son fils allait craquer une fois de plus, et qu'ils allaient docilement payer. Mais Olivier tenait la porte grande ouverte, lui indiquant la sortie sans prononcer un mot de plus. « Vous allez le regretter », a craché la belle-mère, en se dirigeant vers le palier. « Je ne vous pardonnerai jamais ça. Vous reviendrez ramper à mes pieds. »« Adieu, Odile », a répondu Marie, d'un calme olympien. La porte s'est refermée dans un claquement sec, et ils se sont retrouvés seuls. Olivier s'est tourné vers sa femme, le visage partagé entre un immense soulagement et une vive inquiétude. « Ma chérie. Tu étais sérieuse ? On déménage vraiment ? » Marie a opiné du chef. « Tout ce qu'il y a de plus sérieuse. J'ai déjà épluché les annonces. J'ai trouvé un superbe 3 pièces dans un immeuble récent, pour 1 200 € par mois. Il est lumineux, propre, avec de vrais meubles. On visite demain à la première heure. » Ils se sont jetés dans les bras l'un de l'autre. Pour la première fois depuis une éternité, Marie a eu l'impression de pouvoir à nouveau respirer normalement. L'énorme fardeau, qui les écrasait depuis des mois, venait enfin de disparaître. Dès le lendemain, ils ont visité le nouvel appartement, et ont signé le bail dans la foulée. Une semaine plus tard, ils emménageaient. Ce nouvel appartement était magnifique, vaste, chaleureux, doté de grandes baies vitrées et d'un agencement idéal. À peine leur carton déchargé, Marie s'est lancée dans la décoration, elle a installé des rideaux, disposé des plantes, et préparé un bon dîner. Olivier lui prêtait main forte, perçant les murs pour fixer des étagères, et branchant l'électroménager. Ils travaillaient de concert, côte à côte, et pour la première fois depuis des mois, ils se sentaient unis, comme une véritable équipe. Odile a encore essayé de les appeler à plusieurs reprises. Elle a d'abord proféré des menaces, puis a tenté de jouer sur la corde sensible et la pitié, avant de revenir aux menaces. Olivier s'est contenté de réponses laconiques et définitives. « Maman, notre décision est prise. L'aide financière, c'est terminé. Si tu ne t'en sors pas, approche-toi des services sociaux, ou trouve-toi un travail d'appoint. » Au bout de 5 appels de ce genre, la belle-mère a cessé de les importuner. Quelques mois ont passé. Marie et Olivier coulaient des jours heureux dans leur bel appartement de location. Chaque fin de mois, ils mettaient rigoureusement de l'argent de côté pour leur futur achat. La cagnotte grossissait à vue d'œil, ce qui les comblait de joie. La carrière de Marie était florissante, elle était respectée par ses pairs, et hautement estimée par la direction. Olivier, lui aussi, avait décroché une promotion dans son entreprise, et gérait désormais une petite équipe de développeurs. Un soir, alors qu'ils prenaient tranquillement le thé dans leur cuisine, Olivier a reçu un appel de sa tante. Celle-là même qu'il avait incendiée au téléphone 6 mois plus tôt. Mais cette fois-ci, son ton avait drastiquement changé, elle semblait penaude et confuse. « Olivier. Excuse-moi de te déranger. C'est juste que... ta mère m'a chargé de te dire que... Eh bien, c'est dur pour elle, en ce moment. Elle est toute seule, elle n'arrive plus à payer ses mensualités de crédit, et elle vous supplie de revenir. » Olivier a laissé passer un instant de silence, avant de répondre d'une voix posée. « Tante Nina, je n'ai jamais abandonné ma mère. C'est elle qui nous a chassés de chez elle, qui a essayé de nous extorquer de l'argent, et qui a raconté des mensonges abjects sur notre compte. Nous étions disposés à l'aider de manière raisonnable, selon nos moyens, mais elle en voulait toujours plus, tout de suite. Qu'elle se débrouille seule, maintenant. Tu peux lui transmettre le message. » La tante a soupiré pesamment. « Oui, j'ai fini par comprendre. Elle m'avait fait croire que vous, Marie et toi, refusiez de lui donner le moindre centime. Et puis, j'ai découvert par hasard les sommes astronomiques que vous lui aviez versées, lorsque vous viviez chez elle. Olivier, c'est de l'argent fou. Et elle trouvait encore le moyen de se plaindre ? Exactement. C'est pourquoi cette discussion est close. Au revoir, tante Nina. » Il a raccroché, et a posé les yeux sur Marie. Elle lui a adressé un tendre sourire. « C'est bien. Tu as pris la bonne décision.
Quelques mois plus tard, la rumeur est arrivée jusqu'à eux, Odile avait dû prendre un emploi. Elle travaillait comme femme de ménage dans un collège du quartier. Le salaire était maigre, mais cela lui permettait, tant bien que mal, d'honorer les mensualités de son crédit. D'après les bruits de couloir de la famille, elle avait radicalement changé de comportement, elle s'était assagie, s'était refermée sur elle-même, et avait cessé de parader ou de se plaindre. De toute évidence, la vie s'était chargée de lui donner une bonne leçon. Il arrivait parfois à Olivier de repenser à sa mère. Il ressentait une légère pointe de pitié, mais il savait au fond de lui qu'elle était l'unique responsable de son sort. Elle avait eu toutes les cartes en main pour préserver d'excellentes relations avec eux. Elle aurait pu continuer à bénéficier de leur aide et de leur affection, mais elle avait préféré céder à sa cupidité. Elle en récoltait désormais les fruits amers. Marie, elle aussi, songeait parfois à cette histoire. Elle ne s'en réjouissait pas, elle ne tirait aucune satisfaction des malheurs de sa belle-mère. Elle avait simplement la conviction intime d'avoir agi avec justesse, en érigeant une barrière pour protéger son couple et sa famille d'une influence néfaste et toxique. Parfois, le véritable amour envers ses proches ne se traduit pas par des concessions perpétuelles, mais par une fermeté inébranlable. 14 mois plus tard, ils avaient enfin épargné la somme nécessaire pour leur apport personnel. Ils ont signé le crédit immobilier pour un magnifique appartement neuf de 3 pièces, situé dans un quartier agréable et bien desservi. L'appartement était baigné de lumière, spacieux, doté d'une vaste cuisine et d'une belle terrasse. Ils y ont emménagé avec un bonheur indicible, pleinement conscients que ce lieu était le leur propre refuge inviolable, où personne ne pourrait plus jamais venir leur imposer ses exigences absurdes ou ses chantages affectifs. Olivier a acheté un immense bouquet de roses rouges à Marie, et le lui a remis solennellement, sur le pas de la porte de leur nouvelle demeure. Bienvenue chez nous, mon amour. Merci d'être resté à mes côtés, pendant les heures les plus sombres. Sans toi, je n'aurais jamais eu la force de m'en sortir. Marie s'est blottie dans ses bras. Nous nous en sommes sortis ensemble, parce que nous formons une équipe. Le soir même, ils étaient attablés sur leur terrasse, admirant le coucher du soleil. La ville s'étendait à leurs pieds, parée de ses lumières nocturnes. Quelque part là-bas, dans l'un de ces grands immeubles, vivait Odile. Une femme seule, écrasée par le poids d'un crédit inutile, hantée par la douloureuse certitude d'avoir perdu son fils unique, par pure avidité. Tu crois qu'elle réalisera un jour, qu'elle a eu tort sur toute la ligne, a demandé Marie, songeuse. Olivier a haussé les épaules. Je n'en sais rien. Peut-être. Mais ce n'est plus notre problème. On lui a tendu la perche, elle a préféré la briser. Ils sont restés silencieux, les mains enlacées. Une vie entière s'ouvrait devant eux. Leur propre vie. Une vie libérée des manipulations perverses, des chantages financiers, et des conflits stériles avec les autres. Une vie qu'ils allaient bâtir eux-mêmes, de leurs propres mains. Odile, quant à elle, demeurait seule dans son vaste appartement de 4 pièces. Seule, au milieu de ses meubles flambant neufs, de sa salle de bain rénovée, de son électroménager dernier cri, et d'un fardeau de regrets infiniment lourd. Il lui arrivait fréquemment de s'asseoir près de la fenêtre, le regard fixé sur son téléphone, l'esprit tourmenté par une question lancinante, et si j'appelais mon fils ? S'excuser, implorer son pardon. Mais son orgueil démesuré l'en empêchait toujours. Et puis, à quoi bon ? Ils avaient acheté leur propre appartement, ils avaient construit leur vie loin d'elle. Il était beaucoup trop tard. Parfois, lors des fins de mois particulièrement difficiles, lorsqu'il fallait amputer son maigre salaire de femme de ménage pour régler la mensualité du crédit, Odile fondait en larmes. Elle prenait conscience de la monstruosité de son erreur. Elle avait troqué l'amour inconditionnel et la bienveillance de son propre fils contre une poignée de billets, et elle avait tout perdu. Elle avait perdu l'argent, gaspillé dans des objets sans âme, elle avait détruit le lien unique qui l'unissait à son enfant, et elle avait gâché sa seule chance de ne pas finir ses vieux jours dans une solitude absolue. Mais il n'était plus temps de faire marche arrière. Il est des fautes que l'on ne peut réparer. Il est des ponts qui, une fois réduits en cendres, ne peuvent plus jamais être reconstruits. Odile l'avait compris. Bien trop tard, certes, mais elle l'avait compris.
Pendant ce temps, Marie et Olivier vivaient leur vie, s'aimaient profondément, et fondaient leur propre famille. Ils n'avaient rien oublié des rudes épreuves que la vie avait placées sur leur chemin. Ils avaient appris, au prix fort, que les fondations d'une relation saine reposaient sur le respect mutuel, l'honnêteté, et la capacité à défendre ses propres limites. Ils avaient appris que l'amour ne devait sous aucun prétexte devenir un outil de manipulation-chantage, et que parfois, savoir dire « non » n'est pas un acte de cruauté, mais une nécessité absolue pour survivre. Et ils étaient heureux, profondément heureux, car ils avaient fait le choix de se choisir mutuellement. Et c'était, sans le moindre doute, le meilleur choix de leur vie.